Maman, j'espère au moins que tu as autant profité de mon héritage que j'apprécie ce gâteau. Le silence est tombé d'un coup, si lourd qu'il aurait pu briser les verres en cristal posés sur la nappe blanche. Quelques secondes plus tôt, tout le monde riait. Ma mère venait d'apporter le gâteau, un chef-d'œuvre de crème et de sucre, sur lequel était écrit en lettres roses « Oups, 19 ans de déception ». Son rire a été le premier à retentir, un son aigu et triomphant, vite rejoint par celui des oncles, des tantes et des voisins venus célébrer mon anniversaire dans notre jardin impeccable de la banlieue lyonnaise. Leurs visages souriants, le soleil de l'après-midi, tout n'était qu'une façade parfaite pour une cruauté ordinaire. J'ai senti le rire collectif me frapper comme une gifle, mais au lieu des larmes que ma mère attendait sûrement, un calme glacial s'est emparé de moi. Je me suis levée, j'ai attendu que les regards se tournent vers moi, et j'ai laissé cette phrase flotter dans l'air. Le sourire de ma mère s'est figé, se brisant comme une fine couche de glace. Ses yeux qui pétillaient de malice un instant auparavant se sont rétrécis pour devenir deux fentes furieuses. Autour de la table, les rires se sont étranglés dans les gorges. Mon oncle a lâché son verre, qui s'est écrasé sur les dalles de la terrasse, dans un bruit cristallin qui a fait sursauter tout le monde. Les murmures ont commencé, des chuchotements confus qui rampaient dans l'atmosphère soudainement irrespirable. J'ai soutenu son regard, refusant de céder. Pendant des années, j'avais été sa cible, le réceptacle de ses frustrations, la fille artiste un peu bizarre, sur laquelle elle pouvait déverser son venin par de petites piques quotidiennes. Ce gâteau n'était que l'apogée de son œuvre, une humiliation publique pour réaffirmer son contrôle. Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'ai très envie de vous écouter. Car cette fois, elle avait commis une erreur fatale. Elle m'avait poussé à bout devant témoin. Je voyais mon père, le visage perplexe, passer son regard de ma mère à moi, incapable de comprendre la tension qui venait de saturer l'air. Il n'a jamais rien dit, jamais pris ma défense, choisissant toujours le confort de son silence complice. À côté de lui, ma petite sœur Chloé fixait ses genoux, le rouge de la honte montant à ses joues. Elle avait ri, elle aussi, d'un rire nerveux pour ne pas déplaire à notre mère. Mais je savais qu'elle comprenait maintenant que quelque chose d'irréparable venait de se produire. Mon esprit a flashé sur cette nuit, 6 mois plus tôt, où j'avais trouvé les relevés de compte dans son bureau. 85 000 €, l'héritage de mon grand-père, destiné à mes études d'art, vidé méthodiquement pour un nouveau SUV, des vacances en Grèce, une cuisine équipée. Et moi, pendant ce temps, je lui donnais chaque mois 400 € de mon salaire de serveuse, croyant naïvement l'aider à payer les factures. La trahison était si totale qu'elle m'avait anéanti. Sans un mot de plus, j'ai fait demi-tour. J'ai traversé la foule des invités figés comme des statues de sel, leurs regards curieux et gênés me piquant la peau. Je ne me suis pas précipitée dans ma chambre en pleurant, comme l'adolescente qu'il voyait encore en moi. J'ai marché d'un pas lent et délibéré jusqu'à l'entrée. J'ai pris mon sac et les clés de ma vieille voiture. Je sentais le regard de ma mère dans mon dos, un mélange de fureur et de panique naissante. Elle devait penser que ce n'était qu'une crise de plus, un caprice théâtral dont je reviendrais en rampant, prête à m'excuser pour avoir gâché sa petite fête parfaite. Elle croyait encore détenir le pouvoir, persuadée que cette histoire d'héritage n'était qu'un bluff désespéré de ma part. Mais elle ne se doutait de rien. Elle ignorait tout du dossier que je gardais précieusement, de chaque preuve que j'avais rassemblée. Elle pense que c'est la fin de la fête. En réalité, ce n'est que le début de sa chute. En m'éloignant de la maison, le bruit assourdi de la fête qui mourait derrière moi, je n'ai pas pleuré. La colère était une armure trop rigide pour laisser passer les larmes. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Je me suis souvenue de mon grand-père, le seul qui voyait au-delà de l'artiste lunatique que ma mère décrivait à qui voulait l'entendre. Il passait des heures dans ma chambre, admirant mes croquis, sentant l'odeur de la térébenthine avec un sourire complice. « Ne laisse personne te dire que ce que tu fais n'a pas de valeur, ma petite Léa, » me disait-il en posant sa main sur mon épaule. C'est lui qui m'a laissé cet héritage,
ses 85 000 €, un trésor destiné à me construire un avenir loin de ce pavillon de banlieue, où mes rêves étaient les considérés comme des caprices. Il voulait que j'aille à Paris, que je m'inscrive aux Beaux-Arts. Ma mère, elle, voyait cet argent comme une insulte, une preuve de sa préférence pour moi, et elle était déterminée à le corriger. Tout a commencé il y a 2 ans, juste après mes 17 ans. Un soir, ma mère s'est assise sur mon lit, le visage ravagé par une inquiétude parfaitement simulée. Elle m'a parlé de factures impayées, de difficultés financières, de la peur de devoir vendre la maison. Elle a posé une pile de documents sur ma table de chevet, des chiffres entourés en rouge, des menaces de coupure. J'ai tout cru. Je me suis sentie coupable de vouloir poursuivre des études d'art alors qu'il luttait. Le lendemain, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai trouvé ce poste de serveuse dans un bistrot du centre-ville. 20 heures par semaine. Des soirées passées à courir entre les tables au lieu de dessiner. J'étais fière. Je pensais les sauver. Devenir enfin la fille responsable qu'elle avait toujours voulu que j'aie. C'était son premier coup de maître. Me faire croire que mon sacrifice était un acte d'amour filial, alors qu'il n'était que la première étape de son plan. Chaque premier du mois, le rituel était le même. Je retirais 400 € en liquide au distributeur, des billets neufs que je glissais dans une enveloppe. Je la lui donnais discrètement, dans la cuisine, loin du regard de mon père ou de Chloé. Elle me serrait dans ses bras, un geste rapide et froid, en me murmurant un « merci ma chérie », qui sonnait faux. Pendant ces 24 mois, j'ai versé 9 600 € de mon propre argent, de mes nuits blanches et de mes week-ends sacrifiés. Pendant ce temps, un nouveau SUV est apparu dans l'allée, ma mère s'est offert un sac de luxe pour son anniversaire et Chloé a eu le dernier iPhone. Quand je posais des questions, la réponse était toujours la même. C'est un crédit. On se serre la ceinture ailleurs. Je me serrais la ceinture, oui. Je mangeais des pâtes pour économiser sur mes repas et je portais les mêmes jeans depuis 3 ans. J'étais l'idiote utile de sa grande mise en scène. La vérité m'a explosé au visage il y a 6 mois. Je cherchais un document pour mon inscription à l'université dans le bureau de mon père et je suis tombée sur une chemise cartonnée mal rangée. À l'intérieur, les relevés du compte fiduciaire que mon grand-père avait ouvert pour moi. Mon cœur s'est arrêté de battre. Ligne après ligne, les retraits s'étalaient sous mes yeux, effectués juste après ma majorité. Achat véhicule, 35 000 €. Vacances familiales, Grèce, 8 000 €. Travaux cuisine, 15 000 €. Les dates correspondaient parfaitement aux périodes où elle me suppliait de l'aider. Je me suis assise par terre, le souffle coupé, non pas par la tristesse, mais par une rage froide et lucide. Je n'ai rien dit. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone, j'ai remis la chemise à sa place et j'ai commencé à préparer ma réponse. La douleur de la trahison s'est transformée en un calme méthodique. Elle m'avait sous-estimée. Elle avait oublié que j'avais la mémoire de mon grand-père. Alors que je roulais sans but, la ville défilant à travers ma vitre, mon téléphone a vibré sur le siège passager. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. Je l'ai ignoré. La vibration a cessé, puis une notification de message est apparue. Je me suis garée sur le bas-côté, le moteur encore en marche, et j'ai lu ces mots. Ce n'étaient pas des excuses, ni une question inquiète. C'était une simple phrase, froide et mécanique, qui a scellé son destin et renforcé ma détermination. N'oublie pas les 400 € pour le loyer ce mois-ci, et essaie d'être un peu plus reconnaissante la prochaine fois qu'on organise quelque chose pour toi. J'ai relu le message, encore et encore, sentant le dernier vestige d'hésitation s'évaporer. La reconnaissance. Elle osait me parler de reconnaissance. J'ai souri. Un sourire sans joie. Elle venait de me donner l'étincelle dont j'avais besoin pour mettre le feu à son monde parfait. J'ai éteint mon téléphone et j'ai redémarré la voiture. Le message de ma mère gravé au fer rouge dans mon esprit. Ce n'était plus de la colère que je ressentais, mais une sorte de clarté glaciale, une lucidité terrifiante. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprendrait jamais. Pour elle, j'étais une source de revenus, une déception permanente qui devait en plus se montrer reconnaissante pour l'humiliation subie. La dissonance entre sa perception et la réalité était si abyssale
qu'elle en devenait grotesque. J'ai compris à cet instant que toute tentative de dialogue, d'explication ou de confrontation directe serait vaine. Elle tordrait mes mots, inverserait les rôles et me ferait passer pour la folle, l'ingrate. Non. Pour la vaincre, je ne devais pas jouer selon ses règles. Je devais changer le jeu entièrement. Je devais détruire le plateau sur lequel elle se sentait si puissante et si intouchable. La petite fille qui pleurait pour un mot méchant était morte dans ce jardin, à côté de ce gâteau ridicule. Mon plan a commencé à prendre forme sur le chemin du retour vers la ville. Je ne suis pas allée chez une amie pour me plaindre. Je me suis rendue dans un petit café discret. J'ai commandé un expresso que je n'ai pas touché et j'ai sorti un carnet. La rage s'était muée en une énergie froide et méthodique. J'ai listé les faits, les dates, les montants. Les 85 000 € de l'héritage. Les 9 600 € que je lui avais versés. Les photos des relevés de compte sur mon téléphone. Le testament de mon grand-père, dont j'avais récupéré une copie chez le notaire quelques semaines plus tôt, par précaution. Chaque pièce du puzzle était là, mais les assembler en privé n'aurait aucun impact. Ma mère était une experte en déni et en manipulation. Pour que la vérité ait un poids, elle devait être révélée devant une autorité qu'elle ne pouvait pas discréditer, dans un contexte qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle m'avait humiliée en public. Je devais exposer sa fraude dans le sanctuaire de sa propre respectabilité, notre salon familial. Alors que je traçais les grandes lignes de ma stratégie, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Chloé, un simple message. « Comment tu savais pour l'argent ?» Sa question n'était pas accusatrice, mais empreinte d'une curiosité craintive. J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Je le sais depuis 6 mois, et il y a bien pire que ce que tu imagines. » Je n'ai pas donné plus de détails. Je voulais qu'elle réfléchisse, qu'elle se souvienne des cadeaux, des vacances, de toutes ces dépenses qui coïncidaient étrangement avec les moments où je lui confiais que je devais faire des heures supplémentaires. Je plantais une graine de doute dans son esprit, pas pour la retourner contre notre mère, mais pour qu'elle devienne un témoin. Un témoin silencieux, peut-être, mais dont la présence serait cruciale. Sa complicité passive lors de la fête d'anniversaire devait se transformer en une prise de conscience. Son regard serait l'un des miroirs dans lesquels ma mère verrait son vrai visage se refléter. La pièce maîtresse de mon plan était simple, mais elle exigeait un sang-froid absolu. J'allais organiser une réunion de famille dans 3 jours, sous le prétexte de vouloir m'excuser pour mon comportement inacceptable. Je connaissais ma mère. L'idée de me voir ramper, admettre mes torts devant toute la famille, serait une tentation trop grande pour qu'elle refuse. Elle savourerait d'avance sa victoire, se préparant à me donner une leçon de morale sur le respect et la gratitude. Elle inviterait mon père à assister à sa démonstration de force, pour qu'il voie une fois de plus à quel point j'étais difficile et à quel point elle était une mère patiente et magnanime. Elle tomberait la tête la première dans le piège, aveuglée par son propre orgueil. C'était sa plus grande faiblesse, et j'allais en faire mon arme la plus puissante. Elle voulait un spectacle. Je lui en donnerais un qu'elle n'oublierait jamais. Avant de rentrer dans le petit studio que je louais depuis que j'avais commencé à économiser pour fuir, j'ai passé un dernier appel. Mon doigt a survolé le nom dans mon répertoire. Maître Dubois. Le notaire de mon grand-père. Un homme droit, sévère, qui avait toujours eu de l'affection pour moi et qui, je le savais, détestait l'injustice. Quand il a décroché, ma voix était calme, posée, presque neutre. Je lui ai expliqué que je souhaitais organiser une réunion familiale pour discuter de la gestion du fonds fiduciaire que mon grand-père m'avait légué et que j'aimerais qu'il soit présent en tant que médiateur impartial. J'ai senti une pause à l'autre bout du fil, une compréhension silencieuse. Il a accepté sans poser plus de questions, se contentant de confirmer la date et l'heure. En raccrochant, j'ai regardé mon reflet dans la vitre du café. Le rendez-vous était pris. Ma mère pensait que j'allais m'excuser. Elle n'avait aucune idée que je venais d'orchestrer la fin de son règne. Les 3 jours qui ont suivi ont été un long tunnel de silence et de concentration. Je me suis enfermée dans mon petit studio, un refuge de 12 mètres carrés qui contrastait violemment avec l'opulence hypocrite du pavillon de mes parents. Je n'ai répondu à aucun appel, ni de mon père, ni même de Chloé. J'avais besoin de cet isolement pour laisser la douleur se transformer. Elle n'était plus une blessure ouverte et brûlante, mais un combustible froid.
une énergie pure que je canalisais dans chaque détail de mon plan. Je passais des heures assise à mon bureau, le dossier posé devant moi, repassant mentalement la scène à venir. Je n'avais pas peur. La peur avait été consumée par la trahison, ne laissant derrière elle qu'une détermination de fer. Ma mère m'avait traitée comme une enfant, une idiote sentimentale. Elle allait découvrir la femme qu'elle avait elle-même créée, une femme qui ne pardonnait pas et qui n'oubliait rien. Mon premier geste concret fut d'appeler Maître Dubois. Sa voix grave et posée de l'autre côté du fil fut comme une encre dans la tempête de mes émotions. Il avait été le notaire de mon grand-père, un homme que je savais intègre et qui portait en horreur les arrangements malhonnêtes. Je ne lui ai pas tout raconté au téléphone. Je me suis contentée de l'essentiel, lui expliquant que des irrégularités dans la gestion de mon héritage nécessitaient une clarification formelle en présence de ma mère. Je lui ai demandé d'agir non pas comme un avocat, mais comme un témoin officiel, une autorité morale et légale qu'elle ne pourrait ni ignorer ni manipuler. Il a immédiatement compris la gravité de la situation, la non dite dans mes paroles mesurées. Il a accepté sans hésiter, son ton se faisant plus protecteur. « Je serai là, Léa. Votre grand-père aurait voulu que la justice soit faite. Ce fut la seule validation dont j'avais besoin. Le plan était d'une simplicité désarmante, car il reposait entièrement sur l'arrogance de ma mère. J'allais lui envoyer un message, le lendemain, pour lui proposer une réunion familiale. J'allais me montrer humble, brisée, prête à m'excuser pour avoir gâché mon propre anniversaire avec mes accusations infondées. Je savais que l'appât de ma soumission serait irrésistible. Elle sauterait sur l'occasion de me voir m'humilier une seconde fois, cette fois dans l'intimité du salon, devant mon père et ma sœur, pour réaffirmer son autorité. Elle organiserait tout pour que ce moment soit sa victoire totale, la preuve irréfutable de mon instabilité émotionnelle. Elle penserait diriger la scène, distribuer les rôles, écrire le dialogue. Elle ignorerait simplement qu'un invité surprise se joindrait à la représentation. Un invité qui tenait entre ses mains le vrai scénario, celui où son masque de mère parfaite tomberait en 1000 morceaux. Le soir venu, j'ai rassemblé mes preuves dans un dossier cartonné bleu, de la même couleur que les yeux de mon grand-père. À l'intérieur, j'ai placé une copie de son testament, où la clause concernant les 85 000 € était surlignée en jaune. J'ai ajouté les impressions en couleur des relevés de compte, chaque retrait effectué par ma mère encadré en rouge. Enfin, j'ai glissé un petit carnet où j'avais méticuleusement noté chaque versement de 400 € que je lui avais fait, avec les dates correspondantes. Un total de 9 600 €. Ce dossier n'était pas seulement une collection de papiers. C'était le poids de 2 ans de mensonges, de sacrifices et de manipulations. En le tenant dans mes mains, je sentais que je tenais ma liberté. Chaque feuille était une balle dans le chargeur de ma libération. Je n'avais plus qu'à viser juste, avec le calme d'un tireur d'élite. Le lendemain matin, j'ai envoyé le message. « Maman, je suis désolée. J'ai surréagi. J'aimerais qu'on puisse en parler tous ensemble demain soir pour que je puisse m'excuser correctement auprès de tout le monde. » Sa réponse n'a pas tardé, moins de 5 minutes plus tard. « Bien sûr, ma chérie. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs. Nous t'attendrons à 19h. » Son ton condescendant transpirait à travers l'écran. Elle croyait avoir gagné. Elle se préparait pour son triomphe. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le dossier bleu sur ma table. Tout était en place. Le piège était tendu, la scène était prête, les acteurs étaient reconvoqués. Il ne me restait plus qu'à attendre que le loup entre de son plein gré dans la bergerie, persuadé de venir y dévorer un agneau. Mais l'agneau avait des dents, désormais. Le soir de la réunion, je suis arrivée avec 5 minutes d'avance. J'ai garé ma voiture dans la rue, pas dans l'allée, un petit acte de détachement symbolique. En entrant dans le salon, j'ai trouvé la scène exactement comme je l'avais imaginée. Mon père était assis dans son fauteuil, l'air anxieux et fatigué, ne sachant pas à quoi s'attendre. Chloé était recroquevillée sur le canapé, évitant mon regard, un livre posé sur ses genoux qu'elle ne lisait pas. Et ma mère, debout près de la cheminée, maîtresse de cérémonie de son propre triomphe. Elle m'a gratifiée d'un sourire magnanime,
un mélange de pitié et de supériorité. « Léa, nous t'écoutons », a-t-elle dit d'une voix douce, comme si elle s'adressait à une enfant capricieuse. J'ai simplement hoché la tête, posé mon sac et le dossier bleu sur la table basse. À cet instant précis, la sonnerie de la porte a retenti, stridente dans le silence feutré, brisant net sa mise en scène. Le sourire de ma mère s'est figé. « Tu attends quelqu'un » a-t-elle demandé, une pointe d'irritation dans la voix. Sans répondre, je me suis dirigée vers l'entrée et j'ai ouvert. Maître Dubois se tenait sur le seuil, sa haute silhouette se découpant dans la lumière du crépuscule. Son expression était neutre, professionnelle, mais ses yeux m'ont adressé un regard d'encouragement discret. Je l'ai fait entrer. Quand ma mère l'a vu, son visage a perdu toute couleur. La confusion a remplacé l'arrogance, suivie d'une lueur de panique qu'elle a tenté de dissimuler. « Maître Dubois, que faites-vous ici » a-t-elle balbutié, essayant de reprendre contenance. Mon père s'est levé, perplexe. J'ai demandé à Maître Dubois de se joindre à nous pour clarifier un point financier, ai-je déclaré d'une voix parfaitement calme, en refermant la porte derrière lui. Le piège venait de se refermer. L'atmosphère du salon avait basculé. La puissance venait de changer de camp. Nous nous sommes tous assis. Le silence était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. J'ai ouvert le dossier bleu, le bruit sec du fermoir résonnant dans la pièce. J'ai ignoré les relevés de compte pour le moment et j'ai sorti le petit carnet. Je l'ai poussé doucement sur la table, en direction de ma mère. « Je voulais juste commencer par te remercier pour m'avoir permis de participer aux frais de la maison ces 2 dernières années, ai-je dit, mon ton dénué de toute ironie. Les 9 600 € que je t'ai donnés ont dû être d'une grande aide. » Mon père a froncé les sourcils, se tournant vers moi. « Quels 9 600 € » a-t-il demandé, sa voix trahissant une confusion totale. Ma mère a tenté un rire nerveux, un son aigu et fragile. « Oh, Léa, tu exagères toujours tout. Ce n'était qu'un petit coup de main. » Elle n'a pas pu terminer sa phrase. Mon père la fixait, le visage dur, commençant à comprendre qu'il avait été tenu à l'écart d'une partie de l'histoire. Je ne lui ai pas laissé le temps de construire une défense. J'ai sorti les relevés de compte du dossier et je les ai fait glisser sur la table en direction de mon père. En fait, je voulais surtout vérifier si cet argent avait bien servi à payer les factures, ou s'il avait servi à rembourser l'argent que tu m'as volé sur l'héritage de papy. Le mot « voler » a flotté dans l'air, chargé d'un poids irréversible. Chloé a étouffé un sanglot, enfonçant son visage dans un coussin. Ma mère m'a foudroyé du regard, une haine pure et glaciale dans les yeux. « Comment oses-tu » a-t-elle sifflé. Mais mon père ne l'écoutait plus. Il avait saisi une des feuilles, ses yeux parcourant les lignes de chiffres avec une incrédulité grandissante. Son visage se décomposait, passant de la confusion à la stupeur, puis à une douleur sourde et profonde. Il venait de voir la date du premier retrait, juste après mes 18 ans. Le mensonge était là, imprimé en noir sur blanc. Le souffle de mon père s'est coupé. Il a levé les yeux du papier, non pas vers moi, mais vers sa femme, celle qui partageait sa vie depuis plus de 20 ans. Son visage était un masque de trahison. Sa voix, quand elle est sortie, n'était pas un cri de colère, mais un murmure étranglé de choc et de dégoût, à peine audible. « Isabelle, c'est quoi cet achat véhicule à 35 000 €? » La question est tombée comme une sentence. Ma mère n'a pas répondu. Elle est restée figée, la bouche entr'ouverte, le masque de la mère parfaite pulvérisé en un instant. Elle ne me regardait plus avec haine, mais avec la panique pure d'un animal pris au piège, exposé sous une lumière crue qu'il ne pouvait plus fuir. Maître Dubois a toussé discrètement, ramenant une touche de formalité dans le chaos. Le spectacle était terminé. La vérité avait été dite, et le son qu'elle produisait était celui d'une famille qui se brisait. C'est alors que Maître Dubois a pris la parole, sa voix grave remplissant le silence assourdissant. Il n'a pas élevé le ton, n'a montré aucune émotion, se contentant d'énoncer les faits avec une précision chirurgicale. Il a parlé de « abus de confiance aggravé », un terme juridique qui a résonné dans le salon comme un coup de marteau.
Il a mentionné les peines de prison encourues, le scandale public, la ruine d'une réputation si chèrement construite. Mon père écoutait, le visage vidé de son sang, comprenant que la trahison n'était pas seulement morale, mais aussi criminelle. Ma mère, elle, ne bougeait pas. Chaque mot du notaire était un clou de plus dans le cercueil de son monde parfait. Il a conclu en présentant l'unique alternative à une plainte formelle, une reconnaissance de dette intégrale, signée sur le champ, engageant la vente de la maison pour me rembourser jusqu'au dernier centime. Il n'y avait plus de place pour le déni, seulement pour la loi. Toute la combativité de ma mère s'est évaporée, la laissant vide, hagarde. Son regard passait des meubles luxueux au visage de mon père, puis à celui de Chloé, qui pleurait en silence. Elle ne cherchait plus d'excuses, ne tentait plus de manipuler la situation. Le mensonge était devenu trop lourd à porter. C'est mon père qui a rompu le silence. Sa voix rauque et brisée. « Tu vas signer, Isabelle. » Ce n'était pas une question, mais un ordre glacial, l'ordre d'un homme qui venait de voir son mariage et sa confiance anéantis. Le pouvoir avait définitivement changé de camp. Celle qui avait orchestré ma vie, mes émotions et mes finances pendant des années étaient maintenant réduites au silence, piégées par sa propre cupidité. Elle a baissé la tête, vaincue. Dans ce moment de chute totale, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement le constat amer d'un immense gâchis. Elle avait tout sacrifié pour de l'argent et des apparences, et maintenant, elle n'avait plus rien. Maître Dubois a sorti de sa mallette un document préparé à l'avance et l'a posé sur la table basse. Il lui a tendu un stylo. La main de ma mère tremblait si fort qu'elle a eu du mal à le saisir. Le bruit de la plume grattant le papier fut le seul son dans la pièce pendant une longue minute. C'était le son de sa capitulation, la signature qui actait la fin de son règne et la dissolution de notre famille telle que je l'avais connue. Dès qu'elle a reposé le stylo, mon père s'est levé. Il m'a regardée, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux un respect mêlé d'une profonde honte. « Pardonne-moi, Léa », a-t-il murmuré. Puis, sans un regard pour sa femme, il a ajouté « C'est terminé ». Il a tourné les talons et a monté lentement les escaliers. Chaque marche qui craquait sous ses pas semblait sceller la fin de leur histoire. Ma mère, elle, n'a même pas levé les yeux pour le voir partir. Après le départ de Maître Dubois, qui m'a adressé un signe de tête approbateur avant de franchir la porte, un silence vide s'est installé. Ma mère était toujours assise, immobile, fixant la signature sur le papier, comme si elle pouvait l'effacer par la seule force de son regard. Chloé s'est approchée de moi, les yeux rouges. Elle n'a rien dit, mais elle a posé sa main sur mon bras. Un geste simple qui valait toutes les excuses du monde. Je me suis levée, j'ai pris mon sac. La bataille était gagnée, mais la guerre avait laissé des ruines. Je n'avais plus rien à faire ici. En passant devant ma mère, j'ai eu un instant d'hésitation. Mais son visage était fermé, impénétrable. Elle ne ressentait aucun remords, seulement la défaite. J'ai compris que certaines personnes ne changent jamais. Alors, sans un mot, j'ai suivi mon père hors de cette pièce, hors de cette vie qui n'était plus la mienne. En sortant de la maison, l'air frais de la nuit m'a semblé purificateur. J'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner, laissant derrière moi le pavillon impeccable qui cachait tant de secrets toxiques. Le poids qui m'oppressait depuis des années avait enfin disparu, remplacé par une étrange légèreté. J'avais récupéré mon argent, mais surtout, j'avais récupéré ma dignité. La justice avait été rendue, non par la vengeance, mais par la vérité. Alors que je démarrais le moteur, mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père. « La maison sera mise en vente demain. Donne-moi tes coordonnées bancaires pour le transfert. » C'était rapide, clinique, définitif. La page était tournée. J'avais gagné, j'étais libre. Mais alors que les lumières de la ville défilaient devant moi, une nouvelle question a commencé à germer dans mon esprit. Que fait-on, vraiment, une fois qu'on a fait exploser son propre monde? 6 mois ont passé depuis cette soirée. Je vis maintenant dans un petit studio sous les toits de la Croix-Rousse, à Lyon. Chaque matin, la lumière inonde la pièce et se mêle à l'odeur de térébenthine et de peinture à l'huile. C'est un désordre créatif, un chaos vivant
qui est à l'opposé du silence stérile et ordonné de la maison de mes parents. Je n'ai plus de nouvelles de ma mère. Mon père m'envoie parfois un court message pour s'assurer que je ne manque de rien, des messages empreints d'une culpabilité qu'il portera sans doute toute sa vie. Je ne lui en veux plus. Il était une victime de son propre silence, un prisonnier volontaire du confort et de la lâcheté. J'ai compris que le pardon ne consiste pas à excuser, mais à se libérer du poids de la rancœur. Je suis enfin chez moi, non pas entre quatre murs, mais à l'intérieur de moi-même, dans un espace que j'ai reconquis par la force. L'argent est arrivé sur mon compte une semaine après la vente de la maison, 94 600 €. L'héritage de mon grand-père, plus les 2 ans de salaire que je lui avais versés. En voyant la somme s'afficher sur mon écran, je n'ai pas ressenti de joie triomphante, mais un immense soulagement, comme si je pouvais enfin respirer après une longue apnée. Cet argent n'était pas une richesse, c'était ma liberté. C'était la possibilité de m'inscrire aux Beaux-Arts, sans me soucier du lendemain, d'acheter mes toiles et mes pigments sans compter chaque centime. C'était l'accomplissement du vœu de mon grand-père, un futur qu'on avait tenté de me voler et que j'avais récupéré. Chaque coup de pinceau que je donne aujourd'hui est une affirmation de cette victoire. Je ne peins pas pour oublier, je peins pour construire sur les ruines de ce qui a été détruit. Chloé vient me voir le dimanche matin. Elle arrive toujours avec des croissants chauds, comme une offrande silencieuse. Nous ne parlons presque jamais du passé. Nous nous asseyons sur le petit balcon qui surplombe les toits de la ville, et nous regardons la vie suivre son cours. Son rire n'est plus nerveux, il est sincère. Elle me raconte ses projets, ses doutes, et pour la première fois, elle me demande mon avis. La dynamique entre nous a changé. Je ne suis plus la sœur difficile, elle n'est plus la fille parfaite. Nous sommes juste 2 jeunes femmes qui essaient de se reconstruire après le naufrage. Notre lien, autrefois fragile et empoisonné par la manipulation de notre mère, est devenu la seule ancre solide qu'il me reste de ma famille. C'est une relation qui renaît de ses cendres, plus honnête et plus forte qu'elle ne l'a jamais été. J'ai appris une leçon douloureuse mais essentielle durant cette épreuve. J'ai appris que la dignité n'a pas de prix et que se battre pour elle est parfois un acte de survie. Détruire l'illusion d'une famille parfaite a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais c'était nécessaire. C'était comme amputer un membre gangrené pour sauver le reste du corps. Certaines blessures ne peuvent pas guérir si la source du poison est toujours présente. Mon geste n'était pas de la vengeance, c'était une déclaration d'indépendance. J'ai choisi de briser le silence pour ne pas me briser moi-même. J'ai accepté de perdre une mère pour enfin me trouver. Et dans ce choix, j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais connue. Une paix froide et lucide, mais une paix quand même. Aujourd'hui, devant ma toile, je mélange les couleurs. Il y a du bleu pour la mélancolie du passé, du jaune pour la lumière de mon avenir, et beaucoup de blanc pour la page que je suis en train d'écrire. Mon histoire n'est pas une tragédie. C'est le récit d'une reconquête. La reconquête d'un héritage, bien sûr, mais surtout la reconquête de ma propre voix et de ma valeur. On m'a dit que j'étais une déception pendant 19 ans, et j'ai fini par le croire. Maintenant, je sais que la seule déception aurait été de continuer à accepter l'inacceptable. J'ai dû détruire ma famille pour sauver mon âme, et je ne regrette rien. C'est une vérité difficile à porter, mais elle est mienne. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ?